C'est un lieu particulier, Urkulu, où vraiment on côtoie cette histoire au quotidien. Parce qu'il y a beaucoup de traces d'occupation humaine et qui datent. Donc ça, forcément, je suis sensibilisé par ça. Après, quand on regarde un petit peu plus près, ce qu'on fait, la manière dont on pratique aujourd'hui, c'est pas la même que celle qui était pratiquée par nos aïeux déjà il y a une cinquantaine d'années. Alors si on remonte à 500 ans et en observant un petit peu les structures pastorales d'il y a 500 ans, on se rend très vite compte que c'était vraiment différent. Et puis si on va encore plus loin, c'est encore différent. Mais par contre, le point commun, c'est qu'on valorise on valorise tout en le respectant, il me semble, ce milieu, le milieu pastoral. La réflexion, au mot dernier des Mohicans me vient, un Mohican, oui, c'est clair, encore une fois, mais je ne suis pas le dernier, et ceux qui vont venir derrière nous, ils vont sûrement faire autre chose. Alors il y a des petites choses qui sont très flagrantes et qui peuvent nous le faire comprendre encore mieux. Si on prend par exemple la désignation des forêts, nous on va parler de hêtraies et de chêneraies par exemple. Et sur des vieux textes, des textes plus anciens, qui ont entre 500 et 700 ans, on va trouver des termes de glanderaie et de fêneraie, qui font référence pas à l'arbre mais aux fruits. Donc ça nous fait de suite penser qu'il y avait une valorisation de ces milieux-là et c'était le fruit qui était valorisé, le gland et le hêtre. Pour la consommation humaine peut-être, pour la consommation animale, ça c'est certain. Là on fait du fromage, mais je suis à peu près persuadé toujours pareil, en observant les structures pastorales et en faisant référence aux textes anciens, la fabrication de fromage, ce type d'élevage, c'est-à-dire des troupeaux importants, la traite, la fabrication, je suis à peu près persuadé qu'on remonte à 150, 200, peut-être 250 ans, mais on ne va pas plus loin. Et si on met 250 ans sur une échelle de présence humaine dans ce milieu, depuis au moins 4000 ans et peut-être depuis 6000 ans, avec les dernières traces qui se révèlent, c'est que dalle. Et là, j'en vais même à la réflexion, c'est ce qu'on fait, valoriser la montagne avec des troupeaux de brebis, y faire du fromage. Puis aujourd'hui, on peut même commencer à parler d'agro-tourisme, d'agro-pastoral tourisme, même presque, pour comment il faudrait dire. Mais parce que du fait qu'il y ait beaucoup de monde qui vient sur ces hauteurs, il y a la pédagogie aussi à mener. Et on est juste peut-être au début de quelque chose et pas à la fin de quelque chose comme on pourrait se l'imaginer en regardant quelques photos, tout simplement. Aujourd'hui, on peut dire que les bergers sont les gardiens de la montagne. Ils sont garants du maintien des milieux, du maintien d'une activité aussi qui fait que l'on peut continuer à circuler sur la montagne. Ils sont, de par leur activité, garants d'une certaine biodiversité aussi qui est présente, du maintien de cette mosaïque de milieux. Ils sont garants aussi d'une vie, ou en tout cas d'une vie humaine sur la montagne. L'activité pastorale est très ancienne. Du coup, pendant ces milliers d'années, elle a façonné les paysages, elle a façonné la biodiversité que l'on retrouve aujourd'hui. Donc on peut dire que la biodiversité que l'on a aujourd'hui, elle est due à l'activité pastorale. En grande partie à l'activité pastorale. On peut y accoler aussi l'activité des forestiers. Mais c'est vrai que ce sont, on va dire, ces deux grandes activités qui ont modelé le paysage et qui font qu'aujourd'hui, on a cette biodiversité. Sans faire d'histoire, c'est vrai que depuis 5000 ans, la montagne elle est occupée par les bergers. Il n'y a pas eu de discontinuité, donc
Aujourd'hui, on a hérité de ces 5000 années de travail du berger, et effectivement, la biodiversité que l'on a aujourd'hui en montagne, elle est essentiellement due à l'activité pastorale. On a une petite illustration de ce que ça peut être le sol d'Ourkoulou et puis sa diversité végétale. On voit le rocher, très peu de terre, c'est à peine recouvert de terre. On y trouve de la graminée, là c'est du brachypode. On y retrouve la fétuque, grosse valeur fourragère. Beaucoup de trèfles, là on a des trèfles blancs là. Le thym serpollet, une petite luzerne, la minette. En cherchant bien, on pourrait même trouver peut-être un peu de bruyère. Là, il y a l'essentiel de ce que broutent les brebis sur tout Ourkoulou. Puis des trucs magiques, des choses, on se demande comment la végétation peut s'installer sur très peu de terre comme ça. Tu vois, il n'y a que dalle, quoi. Il n'y a rien du tout. Là, on a un saxifrage. Donc ce sol qui est hyper riche, l'humidité, ben on a ça comme pâture après derrière. Ma main est en train de chauffer, donc je suis au-delà de 37 degrés. Et puis les grains, ben voilà. Les grains ont considérablement réduit, sont quasiment égouttés. Voilà, ça reste bien collé à la pomme. Le petit lait, on le voit bien, il est bien séparé. Encore une dizaine de minutes et je suis comme souhaité. Matière à faire un bon fromage. Quand on parle de biodiversité, bon, on parle de tout ce qu'on... Je crois qu'il y a quelque chose aussi qui est important à souligner. C'est encore l'importance de troupeaux tête noire dans les montagnes du Pays Basque. Ça, c'est une grosse question. Là, on dépend beaucoup de l'économie. Et l'observation qu'on fait, c'est un désintéressement des éleveurs pour les troupeaux tête noire conséquent. Et puis chaque année de plus en plus visible. Et bon, avec l'association Bluebirds, on réfléchit beaucoup dessus. On essaye de faire inverser les choses, au moins d'arrêter cette dépréciation des troupeaux. Il faut se rappeler qu'il y avait une autre race très présente dans les montagnes du Pays Basque, qui ressemble à la tête noire, c'était la basquaise, on l'appelait la basquaise, une brebis blanche, qui n'est pas une basco-vernaise, qui n'est pas une tête noire, et qui a complètement disparu. Et moi j'ai vu encore quelques spécimens à la maison, puis très rapidement zéro. Et c'est ce qui risque d'arriver avec la tête noire. Et je sais pas, mais moi, imaginez une montagne basque sans présence de troupeau tête noire en haut, ça ferait quand même bizarre. Je m'appelle Marine Piana, je suis animatrice Natura 2000 pour la commission syndicale du Pays de Cise. La commission syndicale, c'est un gestionnaire d'estive qui gère les montagnes du canton de Saint-Jean-Pied-de-Port. On s'occupe essentiellement de répartir les parcours entre les éleveurs et globalement de gérer la montagne et la transhumance. Une placette d'équarrissage, c'est un espace où les éleveurs peuvent déposer des cadavres d'animaux morts, essentiellement des brebis, des vaches et des chevaux.
On a 13 espaces de ce type sur le territoire de la Cise et les éleveurs viennent déposer les cadavres des animaux morts sur les exploitations. Et ensuite, ce sont les rapaces nécrophages, dont les vautours fauves, qui viennent se nourrir sur ces aires de dépôt. Les placettes d'équarrissage, elles servent à concentrer les dépôts sur des espaces qui sont donc à la fois éloignés des habitations, éloignés des cours d'eau et des zones de captage. Donc ça permet d'encadrer l'espace où sont déposés les cadavres et ça incite également les éleveurs à travailler collectivement tous ensemble et à nettoyer les placettes lorsqu'il y a eu suffisamment de cadavres déposés. Pour avoir croisé le chemin de beaucoup de bergers, ici et ailleurs, ouais, je pense qu'on peut, sans s'enorgueillir, tout simplement affirmer que c'est l'un des sites pour pratiquer la conduite de brebis, et puis faire en plus du fromage derrière. C'est un des sites exceptionnels qu'on peut trouver, je pense, à travers le monde, tout simplement. Et c'est super. C'est à la fois... quand on s'en aperçoit, quand on en a conscience, on peut le cacher et ne pas vouloir le partager. Ou alors, plutôt dans mon esprit, ne pas le garder pour soi, ne pas en être égoïste et essayer de le partager au maximum. On le partage vers donc, les visiteurs, essayer de leur faire comprendre un petit peu le milieu. Et puis aussi vers les jeunes qui veulent se tourner vers ce métier sans les faire rêver, mais juste les accueillir, leur faire vivre dans le quotidien, quoi, sur plusieurs jours, voire sur une saison, ce que ça peut être. J'aime pas pratiquer le mot, dire le mot pratiquer le métier de berger, c'est vraiment vivre l'agro-pastoralisme dans le Pays Basque. C'est un mode de vie, avec avantages et inconvénients, un mode de vie. C'est l'identité du fromage de Bourgogne. Sa florescence, qui vient en plus de toute la flore qu'on trouve dans le lait. C'est la signature de Rouleau, là.